Fabrice trouva sa mère et une de ses sœurs à Belgirate, gros village piémontais, sur la rive droite du lac Majeur. Ce lac, parallèle au lac de Côme, et qui court aussi du nord au midi, est situé à une vingtaine de lieues plus au couchant. L'air des montagnes, l'aspect majestueux et tranquille de ce lac superbe, qui lui rappelait celui près duquel il avait passé son enfance, tout contribua à changer en douce mélancolie le chagrin de Fabrice, voisin de la colère. La marquise del Dongo, pressée par les noces de sa fille aînée, qu'elle mariait à un duc milanais, ne put donner que 3 jours à son fils bien-aimé. Jamais elle n'avait trouvé en lui une si tendre amitié. Au milieu de la mélancolie qui s'emparait de plus en plus de l'âme de Fabrice, une idée bizarre et même ridicule s'était présentée et tout à coup s'était fait suivre. Oserons-nous dire qu'il voulait consulter l'abbé Blanès? Cet excellent vieillard était parfaitement incapable de comprendre les chagrins d'un cœur tiraillé par des passions puériles et presque égales en force. D'ailleurs, il lui fallut 8 jours pour lui faire entrevoir seulement tous les intérêts que Fabrice devait ménager à Parme. Mais, en songeant à le consulter, Fabrice retrouvait la fraîcheur de ses sensations de 16 ans. Le croira-t-on? Ce n'était pas simplement comme sage, comme ami parfaitement dévoué, que Fabrice voulait lui parler. Donc, Fabrice reconduisit sa mère jusqu'au port de l'Aveno, rive gauche du lac Majeur, rive autrichienne, où elle descendit vers les 8 heures du soir. Mais, à peine la nuit fut-elle venue, qu'il se fit débarquer sur cette mime rive autrichienne, au milieu d'un petit bois qui avance dans les flots. À un quart d'heure de Côme, il prit un sentier qui, contournant le bourg de Vico, se réunit ensuite à un petit chemin récemment établi sur l'extrême bord du lac. Il était minuit, et Fabrice pouvait espérer ne rencontrer aucun gendarme. Les arbres des bouquets de bois dessinaient le noir contour de leur feuillage sur un ciel étoilé, mais voilé par une brume légère. Les eaux et le ciel étaient d'une tranquillité profonde. L'âme de Fabrice ne put résister à cette beauté sublime. Il s'arrêta, puis s'assit sur un rocher qui s'avançait dans le lac, formant comme un petit promontoire. Le silence universel n'était troublé, à intervalles inégaux, que par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. Assis sur son rocher isolé, n'ayant pu se tenir en garde contre les agents de la police, protégé par la nuit profonde et le vaste silence, de douces larmes mouillèrent ses yeux, et il trouva là, à peu de frais, les moments les plus heureux qu'il eût goûtés depuis longtemps. Il résolut de ne jamais dire de mensonge à la duchesse, et c'est parce qu'il l'aimait à l'adoration en ce moment qu'il jura de ne jamais lui dire qu'il l'aimait. Jamais il ne prononcerait auprès d'elle le mot d'amour, puisque la passion, que l'on appelle ainsi, était étrangère à son cœur. Dans l'enthousiasme de générosité et de vertu qui faisait sa félicité en ce moment, il prit la résolution de tout lui dire à la première occasion. Son cœur n'avait jamais connu l'amour. Une fois ce parti courageux bien adopté, il se sentit comme délivré d'un poids énorme. Elle me dira peut-être quelques mots sur Mariette. Eh bien, je ne reverrai jamais la petite Mariette, se répondit-il à lui-même avec gaieté. La chaleur accablante qui avait régné pendant la journée commençait à être tempérée par la brise du matin. Déjà l'aube dessinait par une faible lueur blanche les pics des Alpes qui s'élèvent au nord et à l'orient du lac de Côme. Leur masse, blanchie par les neiges, même au mois de juin, se dessine sur l'azur clair d'un ciel toujours pur à ces hauteurs immenses. Une branche des Alpes, s'avançant au midi vers l'Eurasie-Italie, sépare les versants du lac de Côme de ceux du lac de Garde. Fabrice suivait de l'œil toutes les branches de ces montagnes sublimes. L'aube, en s'éclaircissant, venait marquer les vallées qui les séparent, en éclairant la brume légère qui s'élevait du fond des gorges. Après cette rêverie sur la nature, Fabrice arrive chez l'abbé Blanès, qui ouvrit les bras à notre héros, qui s'y précipita, en fondant en larmes. Le curé prédit alors au héros qu'il connaîtra une autre prison que celle de Waterloo, bien autrement dure, bien plus terrible, lui annonçant « Ta vie sera très heureuse aux yeux des hommes, et raisonnablement heureuse aux yeux du sage. » Le comte Mosca commence à s'intéresser vivement à la comtesse Pietanella et lui confie que le prince de Parme, Ranucci Ernest IV, si brave à la guerre, a maintenant peur de tout et a besoin de lui pour conjurer ses craintes. Il passe beaucoup de temps avec la comtesse et, à la suite de plusieurs petits incidents, dont le récit semblerait long peut-être, le comte Mosca
est absolument fou d'amour. La comtesse pense déjà que l'âge ne devait pas faire objection, et d'ailleurs, on le trouve aimable. Cependant, Mosca est rappelé à Parme et prend l'habitude de correspondre avec la comtesse, qui prend grand plaisir à cet échange épistolaire. Elle hésite à accepter que Mosca donne sa démission et vive avec elle une vie aisée à Milan. Cependant, le comte propose à la comtesse Pietanera d'épouser le comte Sanseverina, immensément riche, mais qui souffre de n'être pas d'extraction assez noble. Une fois marié, son mari fait ambassadeur, et obtenant le cordon qu'il vise, la comtesse serait libre et ne le reverrait plus jamais, occupant à Parme son palais, un des plus magnifiques de la ville. Elle accepte l'arrangement, et 3 mois après le mariage, la duchesse Gina Sanseverina a conquis la ville. Présentée au prince et à la princesse, ainsi qu'à leur fils, elle remporte un grand succès, tout comme auprès de l'aristocratie parmesane. Elle donne même une soirée en l'honneur de Clélia, qui a un grand retentissement. Tous souriaient à la duchesse. Elle s'amusait de cette existence de cour, où la tempête est toujours à craindre. Il lui semblait recommencer la vie. Le comte Mosca, voyant que la duchesse s'inquiète du sort de Fabrice, propose à sa maîtresse de faire venir à Parme le jeune homme qui entamerait alors une carrière pour être évêque. Ayant retrouvé son neveu à Plaisance, la duchesse fait état de la proposition de Mosca que Fabrice accepte, refusant d'être un riche oisif courant les femmes et les cafés. Il part donc à l'Académie ecclésiastique de Naples, où il est regardé comme un grand seigneur appliqué, fort généreux, mais un peu libertin. Pendant ce temps, le comte Mosca manque plusieurs fois d'être destitué, mais s'en sort bien, malgré et grâce à Gina, qui s'amuse et joue de toutes les intrigues de la cour de Parme, toujours passionnée pour quelque chose, jamais oisive, qui a plus d'esprit que toute la cour de Parme. Mais elle manque de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues. Sa joie redoubla lorsqu'il sut que Fabrice avait eu l'honneur d'exciter la jalousie d'un mauvais garnement nommé Giletti, lequel, à la ville, jouait les troisièmes rôles de valet et dans les villages dansait sur la corde. Ce noble amant de la Marietta se répandait en injures contre Fabrice et disait qu'il voulait le tuer. Ce Giletti était bien l'être le plus laid et le moins fait pour l'amour. Démesurément grand, il était horriblement maigre, fort marqué de la petite vérole et un peu louche. Du reste, plein des grades de son métier, il entrait ordinairement dans les coulisses où ses camarades étaient réunis, en faisant la roue sur les pieds et sur les mains, ou quelque autre tour gentil. Il triomphait dans les rôles où l'acteur doit paraître la figure blanchie avec de la farine et recevoir ou donner un nombre infini de coups de bâton. Ce digne rival de Fabrice avait 32 francs d'appointement par mois et se trouvait fort riche. Il sembla au comte Mosca revenir des portes du tombeau quand ses observateurs lui donnèrent la certitude de tous ces détails. L'esprit aimable reparut. Il sembla plus gai et de meilleure compagnie que jamais dans le salon de la duchesse, et se garda bien de rien lui dire de la petite aventure qui le rendait à la vie. Il prit même des précautions pour qu'elle fût informée de tout ce qui se passait le plus tard possible. Enfin, il eut le courage d'écouter la raison qui lui criait en vain depuis un mois que toutes les fois que le mérite d'un amant pâlit, cet amant doit voyager. Une affaire importante l'appela à Bologne, et 2 fois par jour, des courriers du cabinet lui apportaient bien moins les papiers officiels de ses bureaux que des nouvelles, des amours de la petite Marietta, de la colère du terrible Giletti et des entreprises de Fabrice. La fantaisie de Fabrice se changea en pique d'amour-propre. À son âge, les soucis l'avaient déjà réduit à avoir des fantaisies. La vanité le conduisait au spectacle. La petite fille jouait fort gaiement et l'amusait. Au sortir du théâtre, il était amoureux pour 1 heure. Le comte revint à Parme sur la nouvelle que Fabrice courait des dangers réels. Le Giletti, qui avait été dragon dans le beau régiment des dragons Napoléon, parlait sérieusement de tuer Fabrice et prenait des mesures pour s'enfuir ensuite en Romagne. Si le lecteur est très jeune, il se scandalisera de notre admiration pour ce beau trait de vertu. Ce ne fut pas cependant un petit effort d'héroïsme de la part du comte que celui de revenir de Bologne, car enfin, souvent, le matin, il avait le teint fatigué, et Fabrice avait tant de fraîcheur, tant de sérénité. Qui eût songé à lui faire un sujet de reproche de la mort de Fabrice, arrivé en son absence,
et pour une si sotte cause. Mais il avait une de ces âmes rares qui se font un remords éternel d'une action généreuse qu'elles pouvaient faire et qu'elles n'ont pas faite. D'ailleurs, il ne put supporter l'idée de voir la duchesse triste, et par sa faute. Il la trouva, à son arrivée, silencieuse et morne. Voici ce qui s'était passé. La petite femme de chambre, Tchékina, tourmentée par les remords, et jugeant de l'importance de sa faute par l'énormité de la somme qu'elle avait reçue pour la commettre, était tombée malade. Un soir, la duchesse, qui l'aimait, monta jusqu'à sa chambre. La petite fille ne put résister à cette marque de bonté. Elle fondit en larmes, voulut remettre à sa maîtresse ce qu'elle possédait encore sur l'argent qu'elle avait reçu, et enfin eut le courage de lui avouer les questions faites par le comte et ses réponses. La duchesse courut vers la lampe qu'elle éteignit, puis dit à la petite Tchékine qu'elle lui pardonnait, mais à condition qu'elle ne dirait jamais un mot de cette étrange scène à qui que ce fût. Le pauvre comte, ajouta-t-elle d'un air léger, craint le ridicule. Tous les hommes sont ainsi. La duchesse se hâta de descendre chez elle. À peine enfermée dans sa chambre, elle fondit en larmes. Elle trouvait quelque chose d'horrible dans l'idée de faire l'amour avec ce Fabrice qu'elle avait vu naître. Et pourtant, que voulait dire sa conduite? Telle avait été la première cause de la noire mélancolie dans laquelle le comte la trouva plongée. Lui arrivée, elle eut des accès d'impatience contre lui, et presque contre Fabrice. Elle eût voulu ne plus les revoir ni l'un ni l'autre. Elle était dépitée du rôle ridicule à ses yeux que Fabrice jouait auprès de la petite Marietta, car le comte lui avait tout dit, en véritable amoureux, incapable de garder un secret. Elle ne pouvait s'accoutumer à son malheur. Son idole avait un défaut. Enfin, dans un moment de bonne amitié, elle demanda conseil au comte. Ce fut pour celui-ci un instant délicieux et une belle récompense du mouvement honnête qui l'avait fait revenir à Parme. Quoi de plus simple, dit le comte en riant. Les jeunes gens veulent avoir toutes les femmes, puis le lendemain, ils n'y pensent plus. Ne doit-il pas aller à Belgirate, voir la marquise del Dongo? Eh bien qu'il parte. Pendant son absence, je prierai la troupe comique de porter ailleurs ses talents. Je paierai les frais de route. Mais bientôt, nous le verrons amoureux de la première jolie femme que le hasard conduira sur ses pas. C'est dans l'ordre, et je ne voudrais pas le voir autrement. Si nécessaire, faites écrire par la marquise. L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillard, par la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il eut grand-peine à s'endormir, et son sommeil fut agité de songes, peut-être présage de l'avenir. Le matin à 10 heures, il fut réveillé par le tremblement général du clocher. Un bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva éperdu et se crut à la fin du monde. Puis il pensa qu'il était en prison. Il lui fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que 40 paysans mettaient en mouvement en l'honneur du grand saint Giovita. 10 auraient suffi. Fabrice chercha l'endroit convenable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que de cette grande hauteur, son regard plongeait sur les jardins et même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père, arrivant au bornes de la vie, changeait tous les sentiments. Il distinguait jusqu'au moineau qui cherchait quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisés, se dit-il. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands. Cette vue l'attendrit. L'aspect de cette cour intérieure, ainsi ornée, avec ses ombres bien tranchées et marquée par un seuil éclatant, était vraiment grandiose. L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. Mais c'est vraiment singulier, se disait-il. Mon père n'a que 35 ans de plus que moi. 35 et 23 ne font que 58. Ses yeux, fixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimé, se remplirent de larmes. Il frémit, et un froid soudain courut dans ses veines lorsqu'il crut reconnaître son père traversant une terrasse garnie d'orangers qui se trouvait de plein pied avec sa chambre. Mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocher, une quantité de jeunes filles vêtues de blanc et divisées en différentes troupes étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rouges, bleues et jaunes sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice. Du clocher, ses regards plongeaient
sur les débranches du lac de Côme, et à une distance de plusieurs lieues, et cette vue sublime lui fit bientôt oublier toutes les autres. Elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule assiéger sa pensée, et cette journée, passée en prison dans un clocher, fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie. Il fuit Griante à 10 heures, et remarque pensif que son âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans 10 ans, et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à ses côtés. Encore une fois, Fabrice se laisse attendrir par les aspects sublimes et touchants de ces forêts des environs du lac de Côme lorsqu'il rencontre un valet à cheval. Il vole le cheval du valet, moyennant finance cependant, et retrouve Parme, où il apprend la mort du duc Sanseverina. Le comte le dispute au sujet du vol du cheval. Fabrice, pour être sûr de n'être point rattrapé, aurait dû tuer le valet, lui dit-il, car, dans tous les temps, les villes Sancho Panza l'emporteront à la longue sur les sublimes Don Quichotte. Fabrice ne peut qu'acquiescer, mais son cœur ne pouvait s'accoutumer à l'image sanglante du beau jeune homme tombant de cheval défiguré. Fabrice rend ensuite visite à l'archevêque Landriani, qui a l'intention de le nommer grand vicaire. Nous avouerons que, suivant l'exemple de beaucoup de graves auteurs, nous avons commencé l'histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel n'est autre en effet que Fabrice Balsera Marchesino del Dongo, comme on dit à Milan. Il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chassés, et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis del Dongo, si grand seigneur, et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans borne pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné, Ascanio del Dongo, le digne portrait de son père. Il avait 8 ans et Fabrice 2, lorsque tout à coup, ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du Mont-Saint-Bernard. Il entra dans Milan. Ce moment est encore unique dans l'histoire. Figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours après, Napoléon gagna la bataille de Marengo. Le reste est inutile à dire. L'ivresse des Milanais fut au comble. Le marquis del Dongo fut des premiers à s'enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur, mais leurs femmes, leurs filles se rappelaient les joies du premier séjour des Français et regrettaient Milan et les bals si gais qui, aussitôt après Marengo, s'organisèrent. Nous glissons sur 10 années de progrès et de bonheur, de 1800 à 1810. Fabrice passa les premières années au château de Grianta, donnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du village et n'apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l'envoya au collège des Jésuites à Milan. Le marquis son père exigea qu'on lui montrât le latin, non point d'après ces vieux auteurs qui parlent toujours de République, mais sur un magnifique volume orné de plus de 100 gravures, chef-d'œuvre des artistes du XVIIe siècle. C'était la généalogie latine des Balsera, marquis del Dongo, publiée en 1650 par Fabrice del Dongo, archevêque de Parme. La fortune des Balsera étant surtout militaire, les gravures représentaient force bataille, et toujours on voyait quelques héros de ce nom donnant de grands coups d'épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mère, qu'il adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan. Mais son mari, ne lui offrant jamais d'argent pour ses voyages, c'était sa belle-sœur, l'aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilé volontaire, la permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant point trop le salon d'une femme à la mode. Du reste, ignorant à plaisir et sachant à peine écrire. La comtesse, qui portait en toute chose son caractère enthousiaste, promit sa protection au chef de l'établissement si son neveu Fabrice faisait des progrès étonnants, et à la fin de l'année avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériter, elle l'envoyait chercher tous les samedis soirs, et souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Le supérieur du collège, homme habile, sentit tout le parti qu'il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute puissante à la cour.
il n'eut garde de se plaindre des absences de Fabrice qui, plus ignorant que jamais, à la fin de l'année, obtint 5 premiers prix. À cette condition, la brillante comtesse Pietranera, suivie de son mari, général commandant une des divisions de la garde, et de 5 ou 6 des plus grands personnages de la cour du vice-roi, vint assister à la distribution des prix chez les jésuites. Le supérieur fut complimenté par ses chefs. La comtesse conduisit son neveu à toutes ces brillantes fêtes qui marquèrent le règne trop court de l'aimable prince Eugène. Elle l'avait créé de son autorité officier de hussards, et Fabrice, âgé de 12 ans, portait cet uniforme. Le marquis Boudeur trouva un prétexte pour appeler à Griante le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère. Elle le regardait comme un sot triste et qui serait méchant, si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice, et, après 10 ans de silence, elle écrivit au marquis pour réclamer son neveu. Sa lettre fut laissée sans réponse. À son retour dans ce palais formidable, bâti par les plus belliqueux de ses ancêtres, Fabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice et monter à cheval. Souvent le comte Pietranera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval et le menait avec lui à la parade. En arrivant au château de Griante, Fabrice, les yeux encore bien rouges des larmes, répandues en quittant les beaux salons de sa tante, ne trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses sœurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aîné, le Marchesino Ascanio. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l'honneur d'être envoyées à Vienne. Ces lettres, d'ailleurs ridicules, avaient le mérite d'en démentir d'autres, plus véridiques, et elles plaisaient. Aussi, peu de temps avant l'arrivée de Fabrice au château, le marquis avait-il reçu la plaque d'un ordre renommé. C'était la 5e qui ornait son habit de chambellan. La marquise fut émerveillée des grades de son fils, mais elle avait conservé l'habitude d'écrire 2 ou 3 fois par an au général comte d'A. C'était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu'elle aimait. Elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance. La vie de ce château, peuplé de 30 ou 40 domestiques, était fort triste. Aussi Fabrice passait-il toutes ses journées à la chasse ou à courir le lac sur une barque. Bientôt, il fut étroitement lié avec les cochers et les hommes des écuries. Tous étaient partisans fous des Français et se moquaient ouvertement des valets de chambre, des veaux, attachés à la personne du marquis ou à celle de son fils aîné. Je suis fâché de la mission que j'ai à remplir, mais je vous arrête. Général Fabio Conti. Fabrice crut que le maréchal des logis lui faisait une mauvaise plaisanterie en l'appelant général. Tu me la paieras, se dit-il. Il regardait les gendarmes et guettait le moment favorable pour sauter en bas de la voiture et se sauver à travers champs. La comtesse sourit à tout hasard, je crois, puis dit au maréchal des logis. Mais, mon cher maréchal, est-ce donc cet enfant de 16 ans que vous prenez pour le général Conti? N'êtes-vous pas la fille du général? Dit le maréchal des logis. Voyez mon père, dit la comtesse, en montrant Fabrice. Les gendarmes furent saisis d'un rire fou. Montrez vos passeports, sans raisonner, dit le maréchal des logis. Ces dames n'en prennent jamais pour aller à Milan, dit le cocher, d'un air froid et philosophique. Elles viennent de leur château de Griante. Celle-ci est madame la comtesse Pietranera. Celle-là, madame la marquise del Dongo. Le maréchal des logis, tout déconcerté, passa la tête des chevaux, et là, tint conseil avec ses hommes. La conférence durait bien depuis 5 minutes, lorsque la comtesse Pietranera pria ces messieurs de permettre que la voiture fût avancée de quelques pas et placée à l'ombre. La chaleur était accablante, quoiqu'il ne fût qu'11 heures du matin. Fabrice, qui regardait fort attentivement de tous les côtés, chercha le moyen de se sauver, vit déboucher d'un petit sentier à travers champs et arriver sur la grande route, couverte de poussière, une jeune fille de 14 à 15 ans qui pleurait timidement sous son mouchoir. Elle s'avançait à pied, entre 2 gendarmes en uniforme, et, à 3 pas derrière elle, aussi entre 2 gendarmes, marchait un grand homme sec qui affectait des airs de dignité, comme un préfet suivant une procession. Où les avez-vous donc trouvés? Dit le maréchal des logis, tout à fait ivre en ce moment. Se sauvant à travers champs, et pas plus de passeport que sur la main. Le maréchal des logis parut perdre tout à fait la tête. Il avait devant lui 5 prisonniers au lieu de 2 qu'il lui fallait. Il s'éloigna de quelques pas, ne laissant qu'un homme pour garder le prisonnier qui faisait de la majesté, et un autre pour empêcher les chevaux d'avancer. Reste, dit la comtesse à Fabrice, qui déjà
avait sauté à terre. Tout va s'arranger. On entendit un gendarme s'écrier. Qu'importe, s'ils n'ont pas de passeport, ils sont devant une prise tout de même. Le maréchal des logis semblait n'être pas tout à fait aussi décidé. Le nom de la comtesse Pietranera lui donnait de l'inquiétude. Il avait connu le général, dont il ne savait pas la mort. Le général n'est pas homme à ne pas se venger si j'arrête sa femme mal à propos, se disait-il. Pendant cette délibération qui fut longue, la comtesse avait des conversations avec la jeune fille qui était à pied sur la route et dans la poussière à côté de la calèche. Elle était frappée de sa beauté. Le soleil va vous faire mal, mademoiselle. Ce brave soldat, ajouta-t-elle en parlant au gendarme placé à la tête des chevaux, vous permettra bien de monter en calèche. Fabrice, qui rôdait autour de la voiture, s'approcha pour aider la jeune fille à monter. Celle-ci s'élançait déjà sur le marchepied, le bras soutenu par Fabrice, lorsque l'homme imposant, qui était à 6 pas en arrière de la voiture, cria d'une voix grossie par la volonté d'être digne. « Restez sur la route! Ne montez pas dans une voiture qui ne vous appartient pas !» Fabrice n'avait pas entendu cet ordre. La jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulut redescendre, et Fabrice, continuant à la soutenir, elle tomba dans ses bras. Il sourit, elle rougit profondément. Ils restèrent un instant à se regarder, après que la jeune fille se fut dégagée de ses bras. Ce serait une charmante compagne de prison, se dit Fabrice. Quelle pensée profonde sous ce front! Elle saurait aimer. Le maréchal des logis s'approcha d'un air d'autorité. Laquelle de ces dames se nomme Clélia Conti? Moi, dit la jeune fille. Et moi, s'écria l'homme âgé, je suis le général Fabio Conti, chambellan de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Parme. Je trouve fort inconvenant qu'un homme de ma sorte soit traqué comme un voleur. Un homme comme moi ne prend pas de passeport pour aller de Milan voir le lac. Ce matin, à Côme, on m'a dit que je serais arrêté à la porte. Je suis sorti à pied avec ma fille. J'espérais trouver sur la route quelques voitures qui me conduiraient jusqu'à Milan, où certes ma première visite sera pour porter mes plaintes au général commandant la province. Le maréchal des logis parut soulagé d'un grand poids. Eh bien, général, vous êtes arrêté, et je vais vous conduire à Milan. Et vous, qui êtes-vous? Dit-il à Fabrice. Mon fils, reprit la comtesse, Ascagne, fille du général de division, Pietranera. Sans passeport, madame la comtesse? Dit le maréchal des logis fort adouci. À son âge, il n'en a jamais pris. Il ne voyage jamais seul. Il est toujours avec moi. Pendant ce colloque, le général Conti faisait de la dignité de plus en plus offensive avec les gendarmes, et il se mit à jurer. Mais, pendant ce temps, les affaires allaient beaucoup mieux dans la calèche. La comtesse faisait marcher les gendarmes comme s'ils eussent été ses gens. Elle obtint du général irrité qu'il laisserait monter sa fille dans la voiture. À cette occasion, le général, qui aimait à parler de lui et de sa famille, apprit à ces dames que sa fille n'avait que 12 ans, était née en 1803, le 27 octobre, mais tout le monde lui donnait 14 ou 15 ans, tant elle avait de raison. Grâce à la comtesse, tout s'arrangea après un colloque d'une heure. Clélia Conti fut autorisée à accepter, pour revenir à Milan, une place dans la voiture de ces dames, et personne ne songea à arrêter le fils du brave général comte Pietranera. Après les premiers moments donnés à la politesse et aux commentaires sur le petit incident qui venait de se terminer, Clélia Conti remarqua la nuance d'enthousiasme avec laquelle une aussi belle dame que la comtesse parlait à Fabrice. Certainement, elle n'était pas sa mère. Son attention fut surtout excitée par des allusions répétées à quelque chose d'héroïque, de hardi, de dangereux au suprême degré qu'il avait fait depuis peu. Mais, malgré toute son intelligence, la jeune Clélia ne put deviner de quoi il s'agissait. Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout le feu de l'action. Pour lui, il était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de 12 ans, et ses regards la faisaient rougir. Une lieue avant d'arriver à Milan, Fabrice dit qu'il allait voir son oncle et prit congé des dames. Si jamais je me tire d'affaire, dit-il à Clélia, j'irai voir les beaux tableaux de Parme, et alors, daignerez-vous vous rappeler ce nom, Fabrice del Dongo? Bon, dit la comtesse, voilà comme tu sais garder l'incognito. Mademoiselle, daignez vous rappeler que ce mauvais sujet est mon fils et s'appelle Pietranera, et non del Dongo. Après cette rencontre, les trois personnages arrivent à Milan, où ils apprennent que la situation de Fabrice est dangereuse, parce qu'il est recherché par la police autrichienne.
Le jeune homme part alors s'installer en Piémont, près de Novare. La comtesse, pendant ce temps, fait jouer ses relations pour essayer de tirer Fabrice des griffes de la police qui le pourchasse. Le chanoine Borda qu'elle consulte lui dit que Fabrice doit rester un temps en Piémont, y avoir une attitude irréprochable, aller à la messe, professer une horreur pour toute idée de révolte et faire la cour à une jolie femme. Au sortir de l'archevêché, Fabrice courut chez la petite Marietta. Il entendit de loin la grosse voix de Giletti, qui avait fait venir du vin et se régalait, avec le souffleur et les moucheurs de chandelle, ses amis. La mamaccia, qui faisait fonction de mère, répondit seule à son signal. Il y a du nouveau depuis toi, s'écria-t-elle. Notre pauvre troupe, qu'on appelle Jacobine, a reçu l'ordre de vider les États de Parme. Et vive Napoléon! Mais le ministre a, dit-on, craché au bassinet. Ce qui est sûr, c'est que Giletti a de l'argent, je ne sais pas combien, mais je lui ai vu une poignée d'écus. Marietta a reçu 5 écus de notre directeur pour frais de voyage jusqu'à Mantoue et Venise. Et moi, 1. Elle est toujours bien amoureuse de toi, mais Giletti lui fait peur. En descendant l'escalier tournant de ce taudis infâme, Fabrice était plein de componction. Je ne suis point changé, se disait-il. Toutes mes belles résolutions, prises au bord de notre lac, quand je voyais la vie d'un si philosophique, se sont envolées. Mon âme était alors hors de son assiette ordinaire. Tout cela était un rêve, et disparaît devant l'austère réalité. Ce serait le moment d'agir, se dit Fabrice, en rentrant au palais San-Séverina sur les 11 heures du soir. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Je vais fâcher la personne que j'aime le mieux au monde. Si je parle, j'aurai l'air d'un mauvais comédien. Je ne vaux réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. Le comte est admirable pour moi, dit-il à la duchesse, après lui avoir rendu compte de la visite de l'archevêché. J'apprécie d'autant plus sa conduite que je crois m'apercevoir que je ne lui plais que fort médiocrement. Ma façon d'agir doit donc être correcte à son égard. Il a ses fouilles de sanguine, dont il est toujours fou, à en juger du moins par son voyage d'avant-hier. Il a fait 12 lieues au galop pour passer 2 heures avec ses ouvriers. Si l'on trouve des fragments de statues dans le temple antique dont il vient de découvrir les fondations, il craint qu'on ne le lui vole. J'ai envie de lui proposer d'aller passer 36 heures à Sanguigne. Demain, vers les 5 heures, je dois revoir l'archevêque. Je pourrais partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route. La duchesse ne répondit pas d'abord. On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moi, lui dit-elle ensuite, avec une extrême tendresse. À peine de retour de Belgirate, tu trouves une raison pour partir. Voici une belle occasion de parler, se dit Fabrice. Mais sur le lac, j'étais un peu fou. Je ne me suis pas aperçu dans mon enthousiasme de sincérité que mon compliment finit par une impertinence. Il s'agirait de dire « Je t'aime, de l'amitié la plus dévouée, etc., etc. Mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. N'est-ce pas dire « Je vois que vous avez de l'amour pour moi, mais prenez garde, je ne puis vous payer en même monnaie. C'est là de l'amour. La duchesse peut se fâcher d'être devinée, et elle sera révoltée de mon impudence si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple. Et ce sont de ces offenses qu'on ne pardonne point. » Pendant qu'il pesait ces idées importantes, Fabrice, sans s'en apercevoir, se promenait dans le salon, d'un air grave et plein de hauteur, un homme qui voit le malheur à 10 pas de lui. La duchesse le regardait avec admiration. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait vu naître, ce n'était plus le neveu, toujours prêt à lui obéir. C'était un homme grave, et duquel il serait délicieux de se faire aimer. Elle se leva de l'ottomane où elle était assise, et, se jetant dans ses bras avec transport, « Tu veux donc me fuir ?» lui dit-elle. « Non, répondit-il, de l'air de l'empereur romain, mais je voudrais être sage. » Ce mot était susceptible de diverses interprétations. Fabrice ne se sentit pas le courage d'aller plus loin et de courir le hasard de blesser cette femme adorable. Il était trop jeune, trop susceptible de prendre de l'émotion. Son esprit ne lui fournissait aucune tournure aimable pour faire entendre ce qu'il voulait dire. Par un transport naturel, et malgré tout raisonnement, il prit dans ses bras cette femme charmante et la couvrit de baisers. Au même instant, on entendit le bruit de la voiture du comte qui entrait dans la cour
et presque en même temps lui-même parut dans le salon. Il avait l'air tout ému. Vous inspirez des passions bien singulières, dit-il à Fabrice, qui resta presque confondu du mot. L'archevêque avait ce soir l'audience que son Altesse Sérénissime lui accorde tous les jeudis. Le prince vient de me raconter que l'archevêque, Landriani, déclare qu'il était important pour l'église de Parme que Monsignore Fabrice del Dongo fût nommé son premier vicaire général et par la suite, dès qu'il aurait 24 ans accomplis, son coadjuteur avec future succession. Le lendemain, Fabrice supervise les fouilles d'un palais de Parme lorsque Giletti passe sur la route en voiture, accompagné de Marietta et son chaperon. Il s'arrête et défie Fabrice qui, pourtant blessé par le comédien, le tue d'un coup d'épée. Il s'enfuit alors dans la voiture de Marietta et pénètre en Autriche grâce au passeport qu'il a pris dans l'habit de Giletti. Arrivé dans la ville de Casalmaggiore, il rencontre un ancien domestique de la Sanseverina, appelé Ludovic, à qui il demande de l'aide. Fabrice est alors amené en sécurité à Ferrare, où il s'aperçoit que ses blessures le font souffrir. De Ferrare, Fabrice est transporté à Bologne, où il entre accompagné de Ludovic. Il se rend à l'immense église de Saint-Pétrone et remercie Dieu d'être encore en vie, dans cet extrême attendrissement, en présence de l'immense bonté de Dieu. Fabrice reçoit des passeports envoyés par sa tante et apprend que le prince de Parme a ordonné à son ministre de la Justice, appelé Rassi, ennemi juré de Mosca, de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Grâce à une lettre de l'archevêque Landriani, Fabrice comprend le danger de sa situation et reste tranquille à Bologne, où il rencontre Marietta. Il se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profonde. Il vit avec Marietta, qu'il n'aime pas, mais avec qui il connaît un bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse. Il s'en veut de ne point connaître l'amour et cherche à vivre ce sentiment. Pour cela, il s'attache à séduire la célèbre cantatrice Fausta, qui est alors sous le charme d'un jeune comte installé à Bologne. Fabrice fait la cour à Fausta, croyant éprouver de l'amour, mais ne pouvant s'empêcher d'éprouver de l'ennui. Alors, Fabrice se sauva à Florence. Comme il s'était tenu caché à Bologne, ce fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproche de la duchesse. Moins de 2 mois après, Fabrice osa revenir à Bologne, plus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la duchesse. Il était bien las de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu depuis eux les douceurs de la bonne compagnie. Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner, et de la Fausta, écrivait-il à la duchesse, que maintenant, son caprice me fût-il encore favorable, je ne ferais pas 20 lieues pour aller l'assommer de sa parole. Ainsi, ne crains pas, comme tu le dis, que j'aille jusqu'à Paris, où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferai tous les lieux possibles pour passer une soirée avec toi et avec ce comte, si bon pour ses amis. La duchesse et le ministre eurent bien à réparer quelques étourderies, mais en général, Fabrice suivait à Naples assez sagement la ligne de conduite qu'on lui avait indiquée. Un grand seigneur qui étudie la théologie et qui ne compte point absolument sur sa vertu pour faire son avancement. À Naples, il s'était pris d'un goût très vif pour l'étude de l'Antiquité. Il faisait des fouilles. Sans doute, il ne manquait point de maîtresse, mais elle n'était pour lui d'aucune conséquence, et malgré son âge, on pouvait dire qu'il ne connaissait point l'amour. Il n'en était que plus aimé. Une des dames les plus admirées de Naples avait fait des folies en son honneur pendant la dernière année de son séjour, ce qui d'abord l'avait amusé, et avait fini par l'excéder d'ennui, tellement qu'un des bonheurs de son départ fut d'être délivré des attentions de la charmante duchesse d'A. Ce fut en 1821 qu'ayant subi passablement tous ses examens, son directeur d'études ou gouverneur eut une croix et un cadeau, et lui partit pour voir enfin cette ville de Parme à laquelle il songeait souvent. Il était Monsignore, et il avait 4 chevaux à sa voiture. À la poste, avant Parme, il n'en prit que 2, et dans la ville, fit arrêter devant l'église Saint-Jean. Là se trouvait le riche tombeau de l'archevêque Ascanio del Dongo, son arrière-grand-oncle, l'auteur
de la généalogie latine. Il pria auprès du tombeau, puis arriva à pied au palais de la duchesse qui nous l'attendait quelques jours plus tard. Elle avait grand monde dans son salon. Bientôt, on la laissa seule. « Eh bien, es-tu contente de moi ?» lui dit-il, en se jetant dans ses bras. « Grâce à toi, j'ai passé 4 années assez heureuses à Naples. » La duchesse ne revenait pas de son étonnement. Elle ne l'eût pas reconnu à le voir passer dans la rue. Elle le trouvait, ce qu'il était en effet, l'un des plus jolis hommes de l'Italie. Il avait surtout une physionomie charmante. Elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y avait pas une heure que Fabrice était arrivé lorsque le comte Mosca survint. Il arriva un peu trop tôt. Ce jeune homme fait ici une étrange impression, se dit-il. Cette réflexion fut amère. Le comte avait atteint la cinquantaine. C'est un mot bien cruel, et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. À ses yeux, ce mot cruel, la cinquantaine, jetait du noir sur toute sa vie, et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. Depuis 5 années qu'il avait décidé la duchesse à venir à Parme, elle avait souvent excité sa jalousie, surtout dans les premiers temps, mais jamais elle ne lui avait donné de sujet de plainte réel. Il était sûr, par exemple, qu'elle avait refusé les hommages du prince, qui même à cette occasion avait dit un mot instructif. « Mais si j'acceptais les hommages de votre Altesse, lui disait la duchesse en riant, de quel front oser reparaître devant le comte Mosca? Je serais presque aussi décontenancé que vous. Le cher comte, mon ami, mais c'est un embarras bien facile à tourner, et auquel j'ai songé. Le comte serait mis à la citadelle pour le reste de ses jours. » Au moment de l'arrivée de Fabrice, la duchesse fut tellement transportée de bonheur qu'elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L'effet fut profond, et les soupçons sans remède. Le lendemain de cette horrible soirée, après une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabrice, tantôt dans les affreux transports de la plus cruelle jalousie, le comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui. Cet homme faisait la cour à une jeune fille nommée Tchékine, l'une des femmes de chambre de la duchesse et sa favorite. 1 heure plus tard, le comte parut à l'improviste dans la chambre où cette fille se trouvait avec son prétendu. Le comte les effraya tous deux par la quantité d'or qu'il leur donna. Puis il adressa ce peu de mots à la tremblante Tchékine en la regardant entre les 2 yeux. « La duchesse fait-elle l'amour avec Monsignore ?»« Non, dit cette fille, prenant sa résolution après un moment de silence. « Non, pas encore. Mais il baise souvent les mains de madame, en riant, il est vrai, mais avec transport. » Ce témoignage fut complété par 100 réponses à autant de questions furibondes du comte. Sa passion inquiète fit bien gagner à ces pauvres gens l'argent qu'il leur avait jeté. Il finit par croire à ce qu'on lui disait et fut moins malheureux. « Si jamais la duchesse doute de cet entretien, dit-il à Tchékine, j'enverrai votre prétendu passer 20 ans à la forteresse, et vous ne le reverrez qu'en cheveux blancs. » Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Fabrice à son tour perdit toute sa gaieté. « Je t'assure, disait-il à la duchesse, que le comte Mosca a de l'antipathie pour moi. »« Tant pis pour son excellence, répondait-elle avec une sorte d'humeur. Ce n'était point là le véritable sujet d'inquiétude qui avait fait disparaître la gaieté de Fabrice. La position où le hasard me place n'est pas tenable, se disait-il. Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamais. Elle aurait horreur d'un mot trop significatif, comme d'un inceste. Mais si un soir, après une journée imprudente et folle, elle vient à faire l'examen de sa conscience, si elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moi, quel rôle jouerai-je à ses yeux? Exactement, le casto Giuseppe, le chaste Joseph. Faire entendre, par une belle confidence, que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux. Je n'ai pas assez de tenue dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qu'il ne ressemble pas comme 2 gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion, laissée à Naples, en ce cas y retourner pour 24 heures. Ce parti est sage, mais c'est bien de la peine. Resterait un petit amour de bas étage à Parme, ce qui peut déplaire, mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourrait, il est vrai, compromettre mon avenir. Il faudrait, à force de prudence et en achetant la discrétion, diminuer le danger.
Ce qu'il y avait de cruel, au milieu de toutes ces pensées, c'est que réellement, Fabrice aimait la duchesse de bien loin, plus qu'au connaître au monde. Il faut être bien maladroit, se disait-il avec colère, pourtant redouter de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai. Manquant d'habileté, pour se tirer de cette position, il devint sombre et chagrin. Que serait-il de moi, grand Dieu, si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'ai un attachement passionné? De notre côté, Fabrice ne pouvait se résoudre à gâter un bonheur si délicieux par un mot indiscret. Sa position était si remplie de charme, l'amitié intime d'une femme si aimable et si jolie était si douce. Sous les rapports plus vulgaires de la vie, sa protection lui faisait une position si agréable à cette cour, dont les grandes intrigues, grâce à elle qui la lui expliquait, l'amusaient comme une comédie. Mais, au premier moment, je puis être réveillé par un coup de foudre, se disait-il. Ces soirées si gaies, si tendres, passées presque en tête-à-tête avec une femme si piquante, si elles conduisent à quelque chose de mieux, elle croira trouver en moi un amant. Elle me donnera des transports, de la folie, et je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vive. Mais sans amour, la nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Elle croira que je manque d'amour pour elle, tandis que c'est l'amour qui manque en moi. Jamais elle ne voudra me comprendre. Fabrice paraissait chaque jour dans les maisons les plus considérées et les moins gaies de Parme. Dirigé par les conseils habiles de la duchesse, il faisait une cour savante aux deux princes père et fils, à la princesse Clara Paolina et à monseigneur l'archevêque. Il avait des succès, mais qui ne le consolaient point de la peur mortelle de se brouiller avec la duchesse. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore, avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient un nœud que ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes autrichiennes de Sa Majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait 3 fois la semaine un petit journal, grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Le même jour, on affichait l'avis d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les besoins de l'armée française, laquelle, venant de gagner 6 batailles et de conquérir 20 provinces, manquait seulement de souliers, de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Normandie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions qui bientôt fut suivie de beaucoup d'autres. Les officiers avaient été logés autant que possible chez les gens riches. Par exemple, un lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise del Dongo. Lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l'inviter à dîner avec madame la marquise, celui-ci fut plongé dans un mortel embarras. De la vie, je ne fus plus mal à l'aise, se disait le lieutenant Robert. La marquise del Dongo, ajoutait-il, était alors dans tout l'éclat de sa beauté. La marquise, pour se donner un peu de courage, avait envoyé prendre au couvent, où elle était pensionnaire en ce temps-là, Gina del Dongo, sœur de son mari, qui fut depuis cette charmante comtesse Pietranera. Personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l'esprit aimable, comme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d'âme dans la fortune contraire. Gina pouvait avoir alors 13 ans, mais en paraissait 18. 8 jours après, racontait Robert, quand il fut bien avéré que les Français ne guillotinaient personne, le marquis del Dongo revint de son château de Grianta, sur le lac de Côme, où bravement il s'était réfugié à l'approche de l'armée, abandonnant au hasard de la guerre sa jeune femme si belle et sa sœur. La haine que ce marquis avait pour nous avait été égale à sa peur, c'est-à-dire incommensurable. L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français. Au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldats, on en eut pitié, et on les aima. Cette époque de bonheur imprévu et d'ivresse ne dura que 2 petites années. Le marquis del Dongo avait été un des premiers à regagner son magnifique château de Grianta, au-delà de Côme, où les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce château, situé dans une position peut-être unique au monde, sur un plateau à 150 pieds au-dessus de ce lac sublime
dont il domine une grande partie, avait été une place forte. La famille del Dongo le fit construire au XVe siècle. Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan. Elle y dirigeait les affaires de la famille. Elle était chargée de faire face aux contributions imposées à la Casa del Dongo, comme on disait dans le pays. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune sœur Gina avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance. Et bientôt, elle fit la folie d'épouser le comte Pietanera. C'était un fort bon gentilhomme, très bien fait de sa personne, mais ruiné de père en fils, et, pour comble de disgrâce, partisan fougueux des idées nouvelles. Pietanera était sous-lieutenant de la Légion italienne, surcroît de désespoir pour le marquis. Après ces 2 années de folie et de bonheur, le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassano, vint loger pour la dernière fois chez son ami, la marquise del Dongo. Les adieux furent tristes. Robert partit avec le comte Pietanera qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesse suivit l'armée montée sur une charrette. Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennes que les Milanais appellent i 13 mesi, les 13 mois, parce qu'en effet, leur bonheur voulut que ce retour à la sottise ne durera que 13 mois jusqu'à Marengo. Parmi ces hommes qui étaient allés bouder dans leurs terres et qui revenaient, altérés de vengeance, le marquis del Dongo se distinguait par sa fureur. Comme il joignait une avarice sordide à une foule d'autres belles qualités, il se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa sœur, la comtesse Pietranera. Toujours folle d'amour, elle ne voulait pas quitter son mari et mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise del Dongo était désespérée. Pendant les 13 mois que les Français passèrent hors de Milan, cette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir. Voici, reliés par des résumés empruntés à la toile, de larges extraits de la première partie du roman que Stendhal écrivit en 1 mois et demi et publia en 1839, La Chartreuse de Parent. La comtesse Gina Pietranera, en revanche, voit, avec le départ des Français, sa situation s'effondrer, jusqu'à la mort de son mari. Elle a alors 31 ans et elle est recueillie par sa belle-sœur au château de Grianta où elle profite des dieux enchanteurs voisins. Grâce à elle, l'ennui, tout étonné, était banni du château féodal. Le 7 mars 1815, on apprend le débarquement de Napoléon au golfe de Juan. Fabrice décide alors de rejoindre les armées françaises et annonce sa décision à sa mère et à sa tante. Il explique sa décision par un présage, la vision d'un aigle se dirigeant vers la Suisse où il voit un signe de sa destinée. Je pars, je vais rejoindre l'empereur, qui est aussi roi d'Italie. Il gagne Paris et tente en vain de voir l'empereur avant de rejoindre l'armée qui se rassemble vers Maubeuge. Arrivé à la frontière, il rencontre à un bivouac des soldats qui le regardent avec soupçon et le prennent pour un espion. Il est alors jeté en prison où il passe 33 longues journées. La femme du geôlier, qui s'est pris d'affection pour lui, le fait évader, lui fournit un uniforme de hussard et le jeune homme se retrouve sur la route de Waterloo. Après la nuit, sur les 5 heures, il entendit la canonnade. C'était les préliminaires de Waterloo. Fabrice rencontre une cantinière qui, touchée par sa candeur, lui donne des conseils et le prend sous son aile. Il finit, grâce à elle, par rejoindre l'escorte du maréchal Ney qui l'accompagne jusqu'à ce que le bruit des canons retentisse. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Les hommes tombent autour de Fabrice, qui se réjouit d'assister enfin à une vraie bataille autour de soldats dont il se sent très proche. Jusqu'à ce qu'on lui vole son cheval et qu'ils doivent se défaire de tous ces beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime. Dès lors, il erre, perdu sur le champ de bataille, avant de retrouver sa cantinière du matin qu'il recueille. À peine à la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément. Fabrice se réveille alors que les Français sont en déroute. Recueilli par le caporal Aubry, il tue son premier Prussien puis participe à la retraite en pagaille. Ayant dérobé un cheval, il retrouve la cantinière qui, aidé du caporal Aubry, tente d'expliquer à Fabrice qu'il doit se cacher et surtout ne pas dévoiler qu'il a participé à la bataille. Pendant ce temps, la grande question que se pose le jeune homme est de savoir s'il a ou non assisté à une bataille. Il lui semblait que oui, et il eût été au comble du bonheur s'il en eût été certain. Fabrice rencontre ensuite un officier, le colonel Le Baron,
qui lui demande de surveiller un pont. Il s'acquitte de sa tâche avec maladresse, ce qui lui vaut des coups d'épée de cavaliers qui veulent forcer le passage. Fabrice, blessé au bras et à la cuisse, est emmené dans une auberge afin d'être soigné. Lorsque Fabrice se réveille, la quantité de sang qu'il a perdu l'a délivré de toute la partie romanesque de son caractère. Il se remet en route et manque se trouver mal alors qu'il parvient au village de Zonder. Il est recueilli par un aubergiste, sa femme et ses filles, qui s'occupent de lui et le soignent. Risquant d'être dénoncé et repris par la police prussienne comme ancien soldat de Waterloo, il parvient à Amiens, où il se pose toujours la question de savoir s'il a ou non assisté à une vraie bataille. La comtesse Pietranera lui envoie une lettre lui enjoignant de s'arrêter à Lugano, en territoire suisse, lorsqu'il reviendra vers Griante. En effet, il a été dénoncé par son frère aîné Ascagne comme espion à la solde de Napoléon. À la faveur d'une nuit, il rend cependant visite à sa tante et à sa mère, qui le maintiennent cachés pendant une journée avant de partir avec lui pour Milan. Arrivé aux portes de la ville, la voiture de la marquise, de sa belle-sœur et de Fabrice est arrêtée par des gendarmes. À son retour de France, Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel étranger qu'elle eût beaucoup connu jadis. S'il lui parlait d'amour, elle l'eût aimé. N'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans borne? Mais Fabrice l'embrassait avec une telle effusion d'innocente reconnaissance et de bonne amitié qu'elle se fût fait horreur à elle-même si elle cherchait un autre sentiment dans cette amitié presque filiale. Au fond, se disait la comtesse, quelques amis qui m'ont connu il y a 6 ans, à la cour du prince Eugène, peuvent encore me trouver jolie et même jeune. Mais pour lui, je suis une femme respectable, et, s'il faut tout dire sans nul ménagement, pour mon amour-propre, une femme âgée. La comtesse se faisait illusion sur l'époque de la vie où elle était arrivée, mais ce n'était pas la façon des femmes vulgaires. À son âge d'ailleurs, ajoutait-elle, on s'exagère un peu les ravages du temps. Un homme plus avancé dans la vie. Lorsque Fabrice était parti, elle espérait peu de l'avenir. Son cœur avait besoin de consolation et de nouveautés. Arrivée à Milan, elle se prit de passion pour l'opéra à la mode. Un soir, à la Scala, dans la loge d'une de ses amies, où elle allait chercher des nouvelles de France, on lui présenta le comte Mosca, ministre de Parme. C'était un homme aimable et qui parla de la France et de Napoléon de façon à donner à son cœur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Elle retourna dans cette loge le lendemain. Cet homme d'esprit devint, et tout le temps du spectacle, elle lui parla avec plaisir. Depuis le départ de Fabrice pour la France, elle n'avait pas trouvé une soirée vivante comme celle-là. Cet homme qui l'amusait, le comte Mosca della Rovere Sorezana, était alors ministre de la guerre, de la police et des finances, de ce fameux prince de Parme, Ernest IV, si célèbre par ses sévérités que les libéraux de Milan appelaient des cruautés. Mosca pouvait avoir 40 ou 45 ans. Il avait de grands traits, aucun vestige d'importance, et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur. La franchise, la disinvoltura, avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté, piqua la curiosité de la comtesse. Mosca lui avait promis de lui faire parvenir toutes les nouvelles de France qu'il pourrait recueillir. C'était une grande indiscrétion à Milan, dans le mois qui précéda Waterloo. Il s'agissait alors pour l'Italie d'être ou de n'être pas. Le comte Mosca della Rovere Sorezana, lui dit-on, est sur le point de devenir Premier ministre et favori déclaré de Ranucci Ernest IV, souverain absolu de Parme, et de plus, l'un des princes les plus riches de l'Europe. Ainsi, moins d'un mois seulement, après son arrivée à la cour, Fabrice avait tous les chagrins d'un courtisan, et l'amitié intime qui faisait le bonheur de sa vie était empoisonnée. Un soir, tourmenté par ses idées, il sortit de ce salon de la duchesse où il avait trop l'air d'un amant régnant. Errant au hasard de la ville, il passa devant le théâtre qu'il vit éclairé. Il entra. Au théâtre, il prit une loge du 3e rang pour n'être pas vu. L'on donnait la jeune hôtesse de Goldoni. Fabrice jeta les yeux sur la jeune actrice qui faisait le rôle de l'hôtesse. Il la trouva drôle. Il regarda avec plus d'attention. Elle lui sembla tout à fait gentille, et surtout remplie de naturel. Il demanda comment elle s'appelait. On lui dit
Marietta Valsera. Ah, pensa-t-il, elle a pris mon nom, c'est singulier. Il ne quitta le théâtre qu'à la fin de la pièce. Le lendemain, il revint. 3 jours après, il savait l'adresse de la Marietta Valsera. Le soir même du jour où il s'était procuré cette adresse, avec assez de peine, il remarqua que le comte lui faisait une mine charmante. Le pauvre amant jaloux, qui avait toutes les peines du monde à se tenir dans les bornes de la prudence, avait mis des espions à la suite du jeune homme, et son équipé du théâtre lui plaisait. Ensuite, Fabrice est présenté au prince, auquel il ne plaît pas, parce qu'il lui fait trop forte impression, et à l'archevêque Landriani, qui respecte infiniment la noblesse et le nom de Fabrice, et lui promet son affection et son soutien. Le comte Mosca reçoit une lettre anonyme faite sur l'instigation du prince, dénonçant l'amour qu'il croit deviner entre la duchesse Sanseverina et son neveu. La lettre atteint son but, et Mosca pense devenir fou en apercevant la complicité qui unit Fabrice et sa tante. Voici la question, reprenait-il avec rage. Faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévore, ou ne pas en parler? Si je me tais, on ne se cachera point de moi. Je connais Gina, c'est une femme toute de premier mouvement. Sa conduite est imprévue, même pour elle. Si elle veut se tracer un rôle d'avance, elle s'embrouille. Toujours au moment de l'action, il lui vient une nouvelle idée, qu'elle suit avec transport, comme étant ce qu'il y a de mieux au monde, et qui gâte tout. Ne dis un mot de mon martyr, on ne se cache point de moi, et je vois tout ce qui peut se passer. Oui, mais en parlant, je fais naître d'autres circonstances, je fais faire des réflexions, je préviens beaucoup de ces choses horribles qui peuvent arriver. Peut-être on l'éloigne. Le comte respira. Alors, j'ai presque partie gagnée. Quand même, on aurait un peu d'humeur dans le moment, je la calmerai. Et cette humeur, quoi de plus naturel? Elle l'aime comme un fils depuis 15 ans. Là gît tout mon espoir, comme un fils. Mais elle a cessé de le voir depuis sa fuite au Waterloo. Mais en revenant de Naples, surtout pour elle, c'est un autre homme. Un autre homme, répéta-t-il avec rage. Et cet homme charmant, il a surtout cet air naïf et tendre, et cet œil souriant, qui promettent tant de bonheur. Et ces yeux-là, la duchesse ne doit pas être accoutumée à les trouver à notre cour. Ils y sont remplacés par le regard morne ou sardonique. Moi-même, poursuivi par les affaires, ne régnant que par mon influence sur un homme qui voudrait me tourner en ridicule, quel regard dois-je avoir souvent? Ah, quelque soin que je prenne, c'est surtout mon regard qui doit être vieux en moi. Ma gaieté n'est-elle pas toujours voisine de l'ironie? Je dirais plus, ici il faut être sincère. Ma gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoir, comme chose toute proche, le pouvoir absolu et la méchanceté? Est-ce que quelquefois je ne me dis pas à moi-même, surtout quand on m'irrite, je puis ce que je veux? Et même, j'ajoute une sottise, je dois être plus heureux qu'un autre, puisque je possède ce que les autres n'ont pas, le pouvoir souverain dans les 3/4 des choses. Eh bien, soyons justes. L'habitude de cette pensée doit gâter mon sourire, doit me donner un air d'égoïsme. Content. Et comme son sourire à lui est charmant, il respire le bonheur facile de la première jeunesse, et il le fait naître. Par malheur pour le comte, ce soir-là, le temps était chaud, étouffé, annonçant la tempête. De ces temps un mot qui, dans ces pays-là, porte aux résolutions extrêmes. Comment rapporter tous les raisonnements, toutes les façons de voir ce qui lui arrivait, qui, durant 3 mortelles heures, mirent à la torture cet homme passionné? Enfin, le parti de la prudence l'emporta, uniquement par suite de cette réflexion. Je suis fou, probablement. En croyant raisonner, je ne raisonne pas. Je me retourne seulement pour chercher une position moins cruelle. Je passe sans la voir à côté de quelques raisons décisives. Puisque je suis aveuglé par l'excessive douleur, suivons cette règle, approuvée de tous les gens sages, qu'on appelle prudence. Le marquis professait une haine vigoureuse pour les Lumières. Ce sont les idées, disait-il, qui ont perdu l'Italie. Il ne savait trop comment concilier cette sainte horreur de l'instruction avec le désir de voir son fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment commencée chez les jésuites. Pour courir le moins de risques possible, il chargea le bon abbé Blanes, curé de Grianta, de faire continuer à Fabrice ses études en latin. Il fallut
que le curé lui-même sût cette langue. Or, elle était l'objet de ses mépris. Ses connaissances en ce genre se bornaient à réciter par cœur les prières de son missel, dont il pouvait rendre à peu près le sens à ses ouailles. Mais ce curé n'en était pas moins fort respecté et même redouté dans le canton. Le fait est que l'abbé Blanès, personnage d'une honnêteté et d'une vertu primitive, et de plus homme d'esprit, passait toutes les nuits au haut de son clocher. Il était fou d'astrologie. Les paysans redoutaient l'abbé Blanès comme un grand magicien. Le marquis d'Eldongue le méprisait tout simplement parce qu'il raisonnait trop pour un homme de si bas étage. Fabrice l'adorait. Pour lui plaire, il passait quelquefois des soirées entières à faire des additions ou des multiplications énormes. Puis, il montait au clocher. C'était une grande faveur, et que l'abbé Blanès n'avait jamais accordée à personne. Mais il aimait cet enfant pour sa naïveté. Si tu ne deviens pas un hypocrite, lui disait-il, peut-être tu seras un homme. Le marquis sentait qu'un accident arrivé à sa correspondance chiffrée pouvait le mettre à la merci de sa sœur. Aussi, tous les ans, à l'époque de la Sainte-Angela, fête de la comtesse Pietranera, Fabrice obtenait la permission d'aller passer 8 jours à Milan. Il vivait toute l'année dans l'espérance ou le regret de ces 8 jours. Pendant les 13 années de 1800 à 1813, le marquis crut constamment et fermement que Napoléon serait renversé avant 6 mois. Qu'on juge de son ravissement quand, au commencement de 1813, il apprit les désastres de la Bérésina. La prise de Paris et la chute de Napoléon faillirent lui faire perdre la tête. Il se permit alors les propos les plus outrageants envers sa femme et sa sœur. Enfin, après 14 années d'attente, il eut cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan.